Merci beaucoup, cher Mohamedou. Merci aux panélistes, aussi panélistes de renom qui nous ont rejoints sur ce thème un petit peu particulier pour les assises, à savoir donc les innovations dans le domaine des infrastructures. Je pense qu'on est toujours bien sûr sur le thème de la transformation numérique de l'Afrique. Alain, juste un rappel, à chaque fois, peut-être rappeler les intervenants de ne pas oublier d'activer les deux micros. Le micro qui est en bas de subtitle pour pouvoir avoir la traduction en simultané de ce qu'ils disent. Si nous avons un public non francophone qui nous suit et qui pourront suivre le débat dans les 200 langues disponibles à travers cette plateforme. Merci encore une fois de votre attention. Merci bien. Donc moi-même, je suis un ancien fonctionnaire de l'administration française, notamment auprès du Premier ministre notamment, et dans le numérique. Et depuis une quinzaine d'années, je travaille sur la transformation énergétique, parce qu'il faut de l'énergie pour les télécoms, digitale et sociale de l'Afrique. Et donc, ce thème des infrastructures est pour nous important. Nous allons donc entrer dans ce thème avec un premier mot de présentation. Je ne sais pas si les slides peuvent être présentés, où on verra donc les différents intervenants. Merci bien. Et puis, diapo suivante, donc quelques éléments de base pour comprendre la problématique des infrastructures. La première information que j'aimerais vous partager, c'est la petite courbe que vous voyez à droite sur l'évolution de la population dans le monde, où on voit qu'en gros, la population disons, pour l'avenir, est en train de se stabiliser un peu partout dans le monde, en Asie, en Europe, sauf en Afrique où elle va continuer à croître. En Afrique aujourd'hui, donc, de nombreuses naissances tous les jours font qu'il y a des besoins très importants d'infrastructures pour assurer la nourriture de chacun, pour le logement, pour l'éducation, pour la santé, le travail, les transports, etc., pour les habitants actuels et pour tous ceux qui arrivent en grand nombre, donc chaque jour. Et puis, il faut également des investissements importants pour assurer la transition énergétique et écologique de l'Afrique, comme c'est le cas partout dans le monde, si on veut donc arriver à pouvoir être dans un monde durable. Alors, pour faire ces deux tâches, j'allais dire, titanesques des deux côtés, d'un côté, les investissements pour permettre à l'Afrique d'être, à chacun, de vivre dignement avec les moyens d'aujourd'hui, et d'autre part, pour assurer la transition énergétique et écologique, il n'est pas possible de faire des innovations, de faire des investissements comme c'était le cas dans le passé, avec le même mode que dans le passé. Premièrement, parce que les budgets ne sont pas suffisants pour tout faire. Deuxièmement, parce que le mode de développement de l'Occident n'est pas soutenable, de l'Occident et de l'Orient d'ailleurs, n'est pas soutenable, puisque aujourd'hui, par exemple, les forêts et les océans n'absorbent que la moitié du CO2 émis, si bien que la température globale du climat augmente, le niveau des mers augmente, et on commence à voir des phénomènes graves qui peuvent impacter beaucoup de nos terres. Alors l'Afrique a la particularité d'être le continent qui pollue le moins par habitant, c'est clair, et aussi globalement en tant que continent, mais aussi un des continents qui est le plus vulnérable au changement climatique, parce que beaucoup des populations sont en bord de mer, et si le niveau de la mer augmente, il va y avoir des difficultés, et puis parce que elle a toutes sortes de climats, notamment des climats désertiques, et donc des changements, des réchauffements climatiques peuvent avoir un impact très négatif. Alors, selon les experts, le changement climatique et l'absence de transition n'est pas une fatalité ni une catastrophe, mais un phénomène que l'homme a la possibilité d'amplifier, donc plus d'émissions, ou de limiter. Et donc, c'est la question qui me préoccupe personnellement. Je pense qu'il va préoccuper beaucoup des participants à ce phénomène. Comment concilier la croissance, le développement économique, le fait que les personnes puissent vivre mieux, et puis
une espèce de sobriété, de neutralité climatique. Et donc, pour pouvoir concilier ces deux, quelles innovations, quels choix s'imposent en matière d'infrastructure? Le problème étant posé, diapo suivante. Donc, nous allons maintenant donc laisser la parole à nos intervenants qui vont donc chacun d'entre eux développer pendant 5 à 10 minutes un aspect important, un aspect différent de ces investissements sur différents types d'infrastructures. Je ne sais pas si Monsieur Bernard Tardieu nous a rejoint. Je ne l'entends pas. Dans ce cas, il nous fera signe et on va passer donc la parole à Monsieur Christian Grégoire, donc ex-vice-président de Thales Transport, donc il va également nous présenter quelques diapositives. Et donc ma question, c'est de dire donc la Covid-19, mais aussi d'autres éléments bouleversent nos modes de déplacement actuels. Et quelles innovations voyez-vous, Monsieur Grégoire, sur le transport en Afrique et sur les infrastructures de transport en Afrique? À vous la parole, Monsieur Grégoire. Merci beaucoup. J'ai un écho, je ne sais pas si ça fonctionne correctement. Vous m'entendez correctement? Je vous entends très bien. Bon, donc on va fonctionner comme ça. Je vais essayer en quelques minutes d'aborder le point de croisement de ce qui est la digitalisation, le numérique, avec les moyens de transport, et en particulier dans les moyens de transport, le chemin de fer. A priori, les deux domaines semblent relativement séparés, et en tout cas sont traités de manière assez séparée. Je vais commencer parce que ça a un point de contact, d'une certaine façon, sur la partie digitalisation. La particularité de l'Afrique, c'est d'être venu dans la digitalisation directement, sans avoir une grande infrastructure en matière de télécommunications fixes, mais d'aller directement au mobile, et du mobile, d'aller directement à l'Internet mobile. Le fait que l'Afrique, en fait, se soit dotée avec maintenant plusieurs centaines de millions d'utilisateurs pour Internet et quelques centaines de millions pour les mobiles, le place dans une situation qui est tout à fait intéressante du point de vue du transport, où quand vous prenez les cycles de développement technologique pour le transport ferroviaire, vous avez des changements technologiques qui sont typiquement avec des ordres de grandeur de 50 ans entre toute évolution majeure. Donc, il y a là une possibilité tout à fait intéressante de faire introduire en fait des technologies qui sont ceux de la numérisation dans le ferroviaire, dans un cycle de temps qui est compatible avec la croissance qui va être en Afrique une croissance complètement considérable, avec ces 4% de croissance vers les villes, d'une certaine façon, ce qui est une croissance qui est à peu près 2 fois plus rapide que celle qu'a connue des pays comme la Chine dans les 20 dernières années. Pourquoi je mentionne l'aspect démographique? C'est parce que c'est un élément tout à fait important dans le domaine du transport, puisque en Afrique, très clairement, les deux segments du transport ferroviaire, ce sont d'une part la mobilité urbaine, arriver à créer un système de transport public qui permette de dégorger en fait les villes, surtout quand elles ont forte croissance. Et puis le deuxième segment, qui est le segment du fret, qui a été mentionné plusieurs fois dans les panels précédents, qui sont typiquement le fret qui mène, pour faire les choses courtes, de la mine au port, d'une certaine façon. Et très clairement, les outils qui sont ceux de la digitalisation dans les autres domaines d'activité et qui ont conduit en fait à un grand nombre d'initiatives, y compris les 320 hubs actifs qui sont dans le domaine d'Internet localisés en Afrique, vont bénéficier complètement à l'installation d'infrastructures de transport qui ne sont pas des infrastructures de transport
non digitalisées, mais au contraire des infrastructures de transport qui vivent à l'heure actuelle fortement leur digitalisation. Alors, c'est la planche que vous avez devant vous, qui est essentiellement constituée de 3 éléments. Premièrement, quelle est la focalisation de la transformation numérique en matière de transport? Ce sont les 3 points qui sont indiqués sur la gauche. Une orientation très forte sur les besoins des consommateurs finaux, ceux qui vont, à partir de leur portable, établir leur itinéraire en fonction du trafic réel des trains. Vous avez la multimodalité, qui va être le point de croisement entre les infrastructures de transport par route versus les infrastructures de transport par rail. Et puis, vous avez très clairement comme focalisation des aspects de compétitivité qui sont donnés par la digitalisation, les opérations étant essentiellement pilotées par les données qui sont obtenues des différents sous-systèmes de l'infrastructure de transport elle-même. Cette transformation digitale, elle est à l'œuvre finalement de manière assez récente dans le domaine du ferroviaire et impacte les différents acteurs. Premièrement, ceux qui managent les infrastructures. Deuxièmement, ceux qui opèrent les réseaux et qui vont être amenés à apporter les services. Il y a un grand thème qui résulte de cette digitalisation qui est la mobilité vue comme un service. On parlera plus de mobilité que de transport en réalité. Et puis, il y a dans le domaine du fret en particulier quelque chose qui a été mentionné dans le diapo précédent, qui est le domaine de la logistique, où très clairement, la question n'est pas tant l'écartement des rails versus le poids sur les différents essieux, mais le problème de logistique, entre la logistique dans les villes, la logistique dans les trains et la logistique dans les ports. C'est en fait l'articulation de cette logistique but en bout qui fait tout l'intérêt de l'introduction du digital dans le domaine du fret, domaine qui a été jusqu'à présent peu exploré, y compris en Afrique. Du point de vue des technologies, et ça permettra d'avancer sur la question que vous avez posée en matière d'innovation, il y a typiquement 5 technologies qui méritent d'être mentionnées. Évidemment, le big data, on va installer des capteurs à peu près sur tout ce qui est possible d'être installé en matière d'infrastructure. Les communications, avec leur évolution des différentes générations qui résultent du GSM et du 3GPP, qui est l'organe qui détermine en fait les évolutions en matière de communication, avec maintenant la 5e génération qui commence à arriver dans différentes parties du monde. Vous avez l'Internet des objets, IoT, qui est évidemment à la base de ce qui est la digitalisation d'un système de transport, pour aller par un traitement rendu tout à fait intéressant parce que la machine apprend à faire ce que l'homme faisait avant, qui sont les besoins de l'intelligence artificielle. Et j'ai entendu avec intérêt qu'au Congo, à Brazzaville, il y avait un centre d'intelligence artificielle qui était en train d'être créé et qui montre que sur des technologies aussi avancées que celle-là, l'Afrique n'est pas forcément en reste. Et vous avez un point 5 qui est lié à la notion de données, qui est un véritable asset, pour parler un bon français, qu'il s'agit de préserver dans leur intégrité et d'avoir un monitoring constant de ce que les données peuvent apporter comme information sans être biaisées par des interférences. Et c'est le grand domaine de la cybersécurité. C'est la raison pour laquelle la cybersécurité intervient également dans le domaine du transport soumis à une transformation digitale. Et pour, disons, arriver à faire le tour globalement de ce qu'est le domaine du ferroviaire et de son évolution à prévoir, une évolution qui est digitalisée, j'ai mis dans une slide la carte de l'Afrique avec les endroits dans lesquels il y a des évolutions majeures à prévoir. La première qui est due pas à la démographie, ce qui a été mentionné avant. En 2025, il y aura à peu près une quinzaine de villes en Afrique qui excédera le seuil des 5 millions d'habitants, typiquement,
on considère sur les zones dans lesquelles une croissance aussi rapide de la population a eu lieu qu'à partir de 3 millions d'habitants, il faut concevoir en fait des systèmes de transport public qui sont adaptés en fait à cette densité. Ce qui ne veut pas dire que les modes de transport artisanaux qui sont en fait à l'œuvre dans un certain nombre de villes seront marginalisés. Au contraire, la digitalisation permettra, par un maintien des données, la connexion de ces paratrafics, puisque c'est la manière dont on les labellise en ce qui concerne un certain nombre de villes africaines, pourra faire partie évidemment de l'ensemble de ce qui est la mobilité urbaine. Vous avez une minute, monsieur, s'il vous plaît. Vous avez le fret et je m'arrête là-dessus à ce niveau-là, qui était évidemment un grand segment très important en matière d'exploitation des ressources naturelles et donc de ressources qui vient alimenter en fait l'économie des différents pays africains qui sont détenteurs de réserves naturelles importantes. Merci beaucoup. Merci, monsieur Grégoire. On reviendra sans doute oui. au thème des transports lors des questions tout à l'heure. Merci de votre exposé. Peut-être on peut enlever les diapositives là maintenant pour passer à un autre sujet plus besoin de mettre de support, oui. À un autre sujet qui est maintenant celui avec monsieur Tamalgo, donc de celui du numérique en tant que tel, avec la question de l'énergie, puisque le numérique consomme déjà à peu près 10% de l'électricité mondiale, mais la part du numérique dans la consommation d'électricité est en train de grandir. Donc, monsieur Tamalgo, qui est vice-président en charge des relations publiques de Huawei pour l'Afrique subsaharienne, est-ce que vous pourriez nous indiquer comment vous voyez donc l'avenir des infrastructures en matière numérique pour qu'elles puissent être aussi conciliables avec un développement durable? Monsieur Tamalgo, à vous, s'il vous plaît. Merci Alain. Je vérifie, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, et on vous voit bien aussi. Merci, merci. Je suis ravi de participer à ce panel numéro 3 sur l'innovation et l'infrastructure, et je vous remercie de m'avoir invité. Permettez-moi, avant de répondre à la question, de dire un mot sur Huawei en Afrique. Voilà, Huawei en Afrique, c'est 20 ans de présence. C'est 9000 employés sur le continent africain avec 76% de taux de localisation. C'est 2 régions. Voilà, la région de l'Afrique du Nord, composée de 28 pays, et la région de l'Afrique australe, voilà, composée du reste des pays de l'Afrique. Et c'est à peu près 5% du chiffre d'affaires mondial de Huawei. Voilà ce que représente l'Afrique, voilà à peu près. Et nous avons 2 centres d'expérience en innovation, 2 Open Lab, un en Égypte et un autre en Afrique du Sud. Il y a 2 mois, nous venons d'ouvrir un centre d'intelligence artificielle greffé à l'Open Lab qui est en Afrique du Sud. Et aussi, c'est 2 centres d'exploitation et de maintenance, un en Tunisie, un plutôt au Sénégal et l'autre en Côte d'Ivoire. Et nous avons déployé un peu plus de 200 000 km de fibres optiques sur le continent africain déjà. Nous avons également participé à la construction de 50% des réseaux 3G et 4G sur le continent. Donc, nous sommes partie prenante voilà, j'allais dire, parmi les acteurs de la digitalisation sur le continent africain. Donc, ceci dit, j'aimerais juste dire que en termes d'innovation, avant d'en arriver à la question, l'innovation en termes de digitalisation est déjà en marche en Afrique. Il y a beaucoup d'innovation sur le continent et Huawei en a contribué pour une grande partie. J'en citerai quelques-uns très rapidement. Donc, nous avons construit, du moins nous avons intervenu en matière d'intelligence artificielle et depuis le début de la pandémie, nous avons, avec notre plateforme cloud, utilisé nos ressources en intelligence artificielle pour multiplier par 8
la vitesse de diagnostic avec les hôpitaux au Maroc. Et nous avons également déployé cette solution au Gabon récemment. Nous avons également déployé une solution qu'on appelle le PowerCube 1000, qui est une solution destinée à désenclaver les zones rurales où il n'y a pas d'électrification. Et je crois qu'on a électrifié, on a désenclavé à peu près 166 villages au Cameroun et avec un peu plus de 355 sites qui ont été déployés. Nous avons également mis en place en Afrique comme innovation une solution qu'on appelle le Rural Star. Le Rural Star est une solution 3G, 4G, une BTS, une station de base 3G, 4G déployée en zone rurale et qui fonctionne à partir de l'énergie solaire ou en hybride et qui est très facile à déployer en moins de 3 jours et aussi moins coûteuse que les stations de base normales. Et cela a permis de désenclaver un bon nombre de villages dans des pays comme le Sénégal, la Guinée, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et j'en passe. Nous avons également une autre innovation qui a été mise en place qu'on a appelé le Net Eco, qui bien avant l'émergence de l'intelligence artificielle dans les télécoms en Afrique contribuait déjà à contrôler à distance les sites télécoms en termes d'optimisation de l'utilisation des ressources. Il y a le cas très fameux du mobile banking avec M-Pesa au Kenya. Donc, la plateforme de M-Pesa a été déployée donc par Huawei en 2007 par l'opérateur, en collaboration avec l'opérateur Safaricom. Et cela a été reproduit dans 89 pays à travers le monde. Il y a plus de 80% du continent africain qui est couvert aujourd'hui par les services de mobile money selon le rapport de la GSMA. Donc, selon la GSMA en 2014, le nombre de transactions effectuées s'est élevé à un montant d'à peu près 16,3 milliards de dollars américains. Et le taux de bancarisation en Afrique qui était faible a commencé donc à être relevé à cause de l'introduction de cette innovation et que beaucoup d'opérateurs ont déployé sur le terrain finalement et qui a été très apprécié par la population parce que cela répondait bien sûr à un besoin sur le terrain. J'en viendrai à présent à la question qui m'a été posée, notamment quelles innovations pour rationaliser la consommation d'énergie liée au numérique, dont je dirais que la boulimie en termes d'électricité va crescendo avec l'augmentation des données. Il faut dire que le secteur des TIC a connu une forte croissance ces dernières années et la croissance économique, l'adoption croissante de l'Internet des objets, qui a déjà été mentionné par Grégoire, et aussi le big data, les villes intelligentes ainsi que la technologie de la 5G constituent donc le moteur du marché des télécoms. Mais cette croissance rapide augmente aussi la consommation, le besoin en énergie et également les émissions de CO2 en raison de l'augmentation du volume des données et des chaînes logistiques. Donc, la donnée qui est devenue, j'allais dire, la nouvelle monnaie de la nouvelle économie va continuer à augmenter. Et cette augmentation pourrait consommer à peu près 20% de l'électricité mondiale d'ici 2025. On est déjà à 10%, mais il est estimé que d'ici 2025, cette consommation d'énergie par l'augmentation des données, va être élevée à peu près à 20% de l'électricité au niveau mondial. Pour Huawei, nous avons une vision en matière d'infrastructures vertes et durables qui colle avec les objectifs de développement durable. Et aussi, Huawei souhaite réduire ses émissions de carbone dans un objectif d'économie circulaire et d'énergie renouvelable. Donc, en matière de réduction des émissions, les efforts ont déjà été faits et il y a eu une amélioration de l'efficacité énergétique des produits Huawei. Donc, je vais juste citer quelques innovations. Premièrement, notre objectif d'ici 2025 consiste à augmenter au moins de 2,7 fois l'efficience en utilisation d'énergie pour nos principaux produits. Donc, comparativement à l'efficience atteinte selon le PUE,
Voilà, le Power Usage Efficiency qui est donc l'indicateur. Voilà, en 2019, nous comptons augmenter de 2,7 fois l'efficience en termes d'utilisation d'énergie par les produits que nous fabriquons. Donc, c'est la première innovation que nous comptons donc mettre en place qui va forcément aider à réduire, voilà, à réduire la consommation en énergie. Le deuxième axe de notre vision, c'est réduire l'émission en carbone de 16% pour chaque 1 million de yuan, c'est-à-dire à peu près 150 000 dollars américains de revenus. Voilà, sur chaque 150 000 dollars de revenus, nous comptons qu'il y ait à côté de cela 16% de réduction en termes d'émissions de taux de carbone. Donc, Huawei travaille à réduire l'impact sur l'environnement des services de télécommunications et des activités associées. Et la première réduction en termes d'énergie que j'aimerais citer, c'est ce qui concerne la 5G. La 5G comporte des améliorations notables en matière d'utilisation de l'énergie. Et l'utilisation de l'énergie par kilo-octet est beaucoup plus efficiente que les générations passées, comme la 4G. Donc, cela est tributaire du fait que dans les scénarios de déploiement de 5G, nous utilisons une approche multicouche, voilà, pour augmenter l'efficience au niveau des équipements. Il y a des amplificateurs de puissance 5G qui sont utilisés de telle sorte que, sans augmenter la quantité d'énergie utilisée, on peut augmenter la puissance d'émission. Donc, au niveau aussi des équipements, il y a une gestion renforcée de l'énergie, voilà, qui permet d'optimiser l'utilisation de l'énergie. Une minute, Tamalgo, s'il vous plaît. OK. Et aussi, il y a de nouvelles méthodes de refroidissement, comme le refroidissement par liquide. Je citerai également l'introduction de l'intelligence artificielle et de la big data dans la gestion de l'énergie, qui va apporter beaucoup d'optimisation et beaucoup, voilà, d'amélioration dans l'utilisation de l'énergie. Et je termine en disant que, voilà, on parle déjà de 6G. Voilà, cela se fera en augmentant l'utilisation des énergies renouvelables. Donc, voici grosso modo pour brosser un peu les axes de développement en termes d'innovation pour réguler l'énergie, voilà, au niveau de Huawei. Et bien sûr, cela va en accord avec les besoins de la transformation digitale en Afrique, où nous avons déjà des solutions innovantes comme le PowerCube 1000, le Rural Star, qui déjà contribuent à réduire la consommation en énergie et à désenclaver les populations qui n'ont pas d'électricité. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Tamalgo, de ce panorama du présent et du futur dans le domaine des télécoms. On va passer maintenant à l'orateur suivant. Je ne sais pas si Monsieur Benoît Denis a réussi à nous rejoindre compte tenu des impératifs fixés par la banque. Monsieur Benoît Denis, est-ce que vous nous entendez? J'en profite pour rappeler aux panélistes de brancher leurs 2 micros, également celui de la traduction en dessous des subtitles. Monsieur Benoît Denis, est-ce que vous nous entendez? Apparemment pas. Dans ce cas, je vais passer la parole à Monsieur Martial Bonvalet. Bonjour. Vous êtes donc directeur des opérations chez E-Tech Solutions, donc une société dans l'informatique. Vous allez la présenter. Et ma question est la suivante. Donc, l'Afrique est caractérisée par une population jeune. Donc, de nombreux jeunes arrivent chaque année sur le marché. Ce sont des jeunes qui sont technophiles, ils sont nés avec. Et comment est-ce que vous voyez-vous donc les investissements de telle manière que les jeunes puissent trouver du travail? Monsieur Bonvalet, n'oubliez pas donc d'activer les 2 micros. Ah oui, c'est vrai. Vous avez raison. Voilà. Merci Alain. Merci Alain. Merci à Maoumoudou aussi de me convier à ce panel et je suis vraiment enchanté de participer à ces assises. Donc effectivement, quelques mots sur le groupe E-Tech, puisqu'on est vraiment dans le sujet, on l'évoque depuis ce matin. Le groupe E-Tech est un groupe international de services aux entreprises pour l'équipement et l'utilisation de logiciels de gestion. Donc on est très proche de nos clients, très proche des entreprises
La société E-Tech a démarré comme une start-up dans les années 2009, fondée par deux frères qui revenaient du Gabon, de l'IAI, et qui ont fondé la société dans ce secteur des solutions de gestion. Et très vite, les solutions cloud proposées ont poussé la start-up au niveau international pour devenir un groupe international. Aujourd'hui, nous sommes basés dans 8 pays, dans le Maghreb et en Afrique subsaharienne. Et nous représentons principalement les logiciels de l'éditeur Sage sur l'Afrique francophone et anglophone, puisque nous avons aussi une antenne au Kenya. Donc, notre groupe est un acteur majeur dans la transformation digitale en Afrique, puisque, bon, historiquement, tous nos clients, la plupart des clients au début de la société se sont équipés de solutions, on va dire, on-premise, c'est-à-dire installées sur leur site. Et très vite, on les a basculés en cloud. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de basculer une grosse partie, voire la totalité de nos clients dans le cloud. Donc, il s'agit donc d'une vraie transformation qui bouscule énormément les habitudes, les méthodes de travail, etc., tant pour nos clients que pour nous en interne. Et pour vous donner justement une idée de l'exemple que l'on donne, le groupe E-Tech lui-même est en cloud, puisque depuis mars, effectivement, et la pandémie mondiale, nous avons été plus ou moins contraints de rentrer dans le cloud, de fonctionner en cloud, en télétravail, et aujourd'hui encore, on l'est resté. On a décidé, même sans contrainte, que finalement, c'était une solution. Donc, les 8 pays partagent les mêmes informations, collaborent autour des mêmes outils à plusieurs milliers de kilomètres de distance, et ça ne change en rien nos habitudes. Donc, voilà un petit peu la description du groupe. On est, comme je l'ai dit tout à l'heure, au plus proche des besoins des sociétés, donc en Afrique, sur les zones que l'on couvre. Et ce que disait Maktar Diop tout à l'heure, le vice-président de la Banque mondiale, est assez intéressant, puisqu'il évoquait tout à l'heure que la connectivité devait être considérée comme une nécessité et plus comme un luxe. Et face à cette nécessité, effectivement, il faut des compétences bien formées et performantes. Alors, bien sûr, nous sommes une société de services. Ça veut dire que, bien sûr, on s'appuie sur ces compétences et on ne vit qu'à travers ces compétences-là. Donc, je pense aussi que c'est quelques témoignages, c'est un vécu que je vais essayer de vous partager pendant ce panel. Donc, l'importance de la formation est très importante, et les compétences numériques sont au cœur de cette révolution technologique que nous traversons, et nous en sommes qu'au début. Ce n'est que ça va évoluer de plus en plus, en tout cas. Et la jeunesse africaine doit s'impliquer beaucoup plus dans cette révolution, pseudo-révolution industrielle, puisque c'est plutôt une révolution technologique. Donc ça, je relis, excusez-moi, mes notes. Donc effectivement, ça a été évoqué ce matin par Bassem au panel numéro 1, puisqu'il nous a parlé de sa start-up également et de l'importance du recrutement. Le mobile banking fait un énorme effet en Afrique et d'ailleurs se développe beaucoup plus vite en Afrique qu'en Europe, et ça remonte d'ailleurs dans l'autre sens maintenant. Donc il y a énormément d'exemples de digitalisation et de transformation digitale qui fonctionnent par des startups qui démarrent. Mais on l'a vu ce matin, Bassem a été formé en France, il est revenu ensuite en Afrique pour déployer ses solutions. Et donc, effectivement, l'idéal, ça serait d'avoir des formations sur place et d'avoir les ressources sur place qui pourraient en tout cas, générer ce même genre de service. Alors, comment assurer leur emploi dans le numérique? C'est une grande question, elle est vaste. Et on peut imaginer très vite que de nouveaux métiers et formations vont être créés dans les 10 prochaines années. Aujourd'hui, déjà, il y a des nouveaux métiers qui existent et qu'on recherche actuellement, mais dans les 10 prochaines années, on peut être certain que de nouveaux métiers vont apparaître dont on n'a même pas idée peut-être encore aujourd'hui. Donc, il s'agit vraiment d'une véritable mutation. Pour parler concrètement, donc, en tant que directeur d'une société de services informatiques, nos métiers d'informaticien, historiquement, se transforment complètement. On oublie la partie
hardware, matériel, logiciel même, pour se concentrer sur la donnée en elle-même, puisque c'est le traitement de cette information-là qui est fait tout l'intérêt du cloud et de la digitalisation. Et donc, le métier, on va dire ces nouveaux métiers de l'informatique, développeurs, consultants, techniciens, vont plutôt être orientés sur les métiers de leurs clients, de nos clients, donc les domaines de finance, les domaines du négoce, de l'industrie. On a parlé de l'industrie pharmaceutique tout à l'heure. On peut parler de l'agroalimentaire. Donc, cette information-là qui est transit, qui passe d'un endroit à un autre, toute l'importance de nos métiers d'informaticiens va être maintenant de la mettre sous une forme exploitable pour l'utiliser, qu'elle rentre dans des algorithmes aussi de traitement pour être utilisée, pour ensuite remonter dans par exemple, des consolidations, des reporting, etc. Donc, un métier qui change énormément. On aura toujours besoin d'administrateurs réseau, je les rassure s'ils nous écoutent, on en aura toujours besoin, mais il y a déjà des nouveaux métiers qui existent aujourd'hui. On parle d'analystes d'affaires, on parle d'analystes de bases de données, on parle d'architectes d'affaires, et tous ces métiers-là s'appuient sur ces fameux algorithmes-là qui sont des outils web, qui sont des outils donc technologiques, et qui donnent justement tout l'intérêt dans la transaction, la manipulation de cette information-là. Donc, un autre point aussi très, très important, puisqu'on parle d'emploi, on parle d'importance de l'emploi, c'est la transversalité de ce numérique, puisqu'on va le retrouver en fait dans tous les secteurs d'activité. Encore une fois, on a parlé d'industrie pharmaceutique ce matin, mais on va le retrouver partout. Tout peut être digitalisé, tous les organismes, les structures publiques, privées. On peut aller d'un hôpital jusqu'à un groupe international qui doit consolider les informations de 8 ou 7 ou 8 ou 9 filiales au niveau international. Tous auront besoin de cette digitalisation, tous auront besoin de ces compétences qui vont pouvoir faire en sorte que les données deviennent intelligentes et soient utilisées à bon escient. Donc, ce sont vraiment des métiers très, très différents de la base et on les retrouve dans tous les domaines d'activité. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire en fait que les futurs consultants, ces futurs informaticiens-là, peuvent se spécialiser, peut-être qu'ils vont pouvoir effectivement se spécialiser dans le développement ou dans la mise en place de solutions de gestion hospitalière ou de gestion d'une usine ou de gestion de la maintenance, mais toujours dans le cloud. Donc, des opportunités énormes pour les… déjà? Donc, je vais très vite. J'ai un petit exemple, c'est la société BSB qu'on connaît bien au Sénégal, puisque on a fait déployer une application web qui permet de suivre et la matière et les ressources d'une entreprise qui fournit des systèmes de biogaz dans les fermes à l'intérieur du Sénégal, dans les régions du Sénégal. Et donc, tout le personnel de cette société-là peut voir en temps réel les flux de matière, les stocks et les ventes aussi, les transactions monétaires sont aussi gérées dans cette application-là. Donc, c'est un exemple un tout petit peu de ce qu'on peut développer dans quel que soit le secteur d'activité. Il ne faut pas oublier les réseaux sociaux, je me dépêche, je fais un peu plus vite. Les réseaux sociaux aussi, qui existent maintenant depuis pas mal d'années, ont créé pas mal de nouveaux métiers. On va parler de marketing numérique et digital. Et on peut aussi expliquer que le LinkedIn, par exemple, est un formidable moyen de recruter du personnel. C'est-à-dire que le métier même de RH peut évoluer, les outils évoluent, le recrutement peut carrément être dématérialisé du début à la fin. Donc, bon, voilà, j'écourte un tout petit peu. Le plus important, je pense, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est au sujet de la formation, évidemment, puisque pour avoir toutes ces compétences-là, il faut bien sûr des écoles, il faut bien sûr des établissements scolaires. Déjà, ça commence
Je peux donner quelques exemples. On a parlé d'intelligence artificielle tout à l'heure. On peut parler de Dakar Institute of Technology, qui effectivement spécialise ses étudiants dans l'intelligence artificielle. On parle également d'un hub de formation innovante à Diamnadio. Donc ça décolle. Il y a de plus en plus d'établissements ou de projets d'établissements dans ce domaine-là, mais c'est peu et ça va pas assez vite. Et le danger, c'est justement faire éclore ces talents, les développer et les retenir. C'est vraiment un challenge. Et si ça ne va pas assez vite, si ces écoles ne vont pas assez vite, on risque une fuite de cerveau, on va dire, des gens qui, parce qu'ils peuvent se former aussi dans le cloud directement, dans des établissements à l'étranger, par exemple, qui proposent des modules de formation à distance. Et ces gens peuvent malheureusement quitter l'Afrique pour investir ou pour intégrer des sociétés étrangères. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Merci Alain. J'espère que j'ai pas trop dépassé. Merci beaucoup. Je vois qu'on commence à recevoir quelques questions de la salle, donc on en aura pour tout à l'heure. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais donner la parole à Monsieur Amadou Diop, qui est donc le directeur général de télédiffusion donc au Sénégal. On a beaucoup parlé de la TNT, notamment lors de précédentes assises, et donc le passage à la télévision numérique de terre en Afrique était prévu pour 2015. Où en est-il aujourd'hui et plus généralement, quel est le point de vue, bonjour, on est heureux de vous voir, quel est le point de vue que vous pouvez avoir sur les informations, sur les investissements, les infrastructures qui peuvent donc correspondre à la convergence finalement entre le numérique et le média. Monsieur Diop. Merci beaucoup Alain. Bonjour à tous et à tous les intervenants. Effectivement, la TNT est un sujet aujourd'hui qui interpelle l'ensemble des populations et des pays africains, car c'est un engagement communautaire pris pour libérer des fréquences analogiques et passer au tout numérique. Dans l'absolu, en ce qui concerne notre zone, l'Afrique de l'Ouest francophone, effectivement, on était supposé basculer, c'est-à-dire passer au tout numérique depuis 2015, mais force est de constater que l'ensemble de ces pays-là ont peut-être reculé l'échéance jusqu'en 2020 sur les différentes composantes, composantes technologiques, composantes juridiques et réglementaires, parce qu'on assiste à un éclatement d'une chaîne de valeur de la communication audiovisuelle qui s'articule autour de... Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Ah, ok. Donc, on assiste à un éclatement de la chaîne de valeur audiovisuelle qui s'articule autour de la séparation des rôles entre le diffuseur ou l'opérateur de diffusion que nous sommes, entre l'éditeur qui est le producteur de contenu et les distributeurs de services en ce qui concerne ceux qui revendent des bouquets payants. Globalement, on peut dire qu'en perspective, sur les 14 ou 15 pays de la zone, aujourd'hui, on peut tous se projeter, en tout cas sur les aspects liés à la couverture, sur une finalisation du processus au plus tard à la fin de l'année, voire début de l'année prochaine. Maintenant, il y a des problématiques fortes qui se posent autour de l'utilisation des infrastructures. Parce que dès l'instant qu'on parle de la question de la couverture, il est important de pouvoir s'appuyer sur des réseaux existants pour pouvoir rendre le signal TNT disponible partout sur le territoire dans une logique d'équité ou dans une question pour adresser la question de l'inclusion. C'est très lié avec les infrastructures existantes. On se rend compte que quand même, aujourd'hui, une fois la question de la couverture réglée, il est question de parler de la question de l'accès, c'est-à-dire les décodeurs qui permettent notamment de recevoir ce signal aujourd'hui au niveau des ménages. Donc la TNT, une question, c'est une transformation aujourd'hui de la manière de regarder la télé et les usages ont beaucoup évolué. Et c'est là où aujourd'hui les infrastructures interviennent pour voir comment adapter l'offre de services aux usages. C'est-à-dire que la majeure partie des populations ou des usages aujourd'hui se font sur des téléphones portables, se font sur des tablettes et font appel à l'Internet. Donc, il est important de pouvoir autant apporter la TNT
dans le canal traditionnel, mais ici, il est important d'apporter la TNT en suivant les usages. Et dès l'instant qu'on parle de plateforme à valeur ajoutée ou de services à valeur ajoutée, la question des infrastructures, autant liées à la connectivité, mais aussi la question des infrastructures liées au stockage nous interpelle. Quand on parle de connectivité, effectivement, aujourd'hui, quand on regarde le sujet qui nous réunit, on parle innovation, infrastructure, on parle infrastructure aujourd'hui dans ses différentes composantes. Eau, électricité, route, autoroute, rail, et tout ça aujourd'hui sont des supports de transport sur lesquels aujourd'hui il est possible, entre autres, de poser de la fibre et de voir comment utiliser cette fibre-là, à travers notamment la capacité ou la fibre noire qu'on peut utiliser. Mais d'autre part, on a aussi parlé des problématiques liées aux services à valeur ajoutée qui peuvent garantir la pérennité économique de nos structures aujourd'hui, qui sont à cheval entre le broadband et le broadcast. Donc, quelque part, on est à cheval entre le métier audiovisuel et le secteur des télécoms. Nous sommes opérateurs de diffusion, mais nous sommes aussi opérateurs d'infrastructures. Et dans ce sens-là, il est important de voir quelles sont les synergies qu'on peut avoir avec les différents métiers. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de ramener la télé dans les ménages, effectivement, on peut l'amener de manière traditionnelle à travers la TNT, mais on peut l'amener aussi en triple play, c'est-à-dire à travers le canal Internet. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va garantir notre qualité de service? C'est le tuyau qui est utilisé, c'est-à-dire que c'est la fibre à la limite en FTTH ou en FTTB qui permet notamment de garantir la qualité de service autour de ce contenu. Donc, toutes ces infrastructures aujourd'hui, globalement réunies, comme j'ai dit, eau, électricité, autoroute, peuvent être des supports notamment pour pouvoir notamment rapatrier du trafic. Donc, nous, notre corps de métier en tant qu'opérateur de diffusion, c'est de faire une mutualisation de ces infrastructures-là et de pouvoir partager l'utilisation qu'on peut en faire. Ce partage-là va tourner autour de différentes offres. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, les chaînes de télé, les éditeurs ont des problématiques qui se posent de manière accrue et qui sont des obligations légales autour de l'archivage, du stockage, et tout ça fait appel à des métiers de data center qui sont très liés à l'énergie parce que c'est gourmand en termes de, comment dirais-je, c'est gourmand en termes de consommation. Donc, le positionnement de chaque pays par rapport à ces différentes problématiques va adresser la question de l'attractivité. Donc, on parle effectivement aujourd'hui sur le sujet qui nous réunit d'innovation, de digital, de transport, mais c'est très lié avec le déploiement des infrastructures, c'est l'utilisation qu'on peut en faire, surtout des infrastructures existantes et surtout par rapport à l'aménagement numérique du territoire. Le renforcement des compétences, effectivement, parce qu'on est en train de changer les métiers, même dans le domaine de l'audiovisuel aujourd'hui, le fait d'avoir un opérateur de diffusion est quelque chose d'assez nouveau dans nos paysages audiovisuels. Et donc, le modèle économique qui garantisse la pérennité de ces activités-là est à cheval entre le broadband et le broadcast. Autant on peut apporter des services liés à la collecte et au transport du contenu des chaînes de télé, autant on doit pouvoir offrir des services de colocalisation, de partage des infrastructures existantes à travers l'énergie, à travers les pylônes, à travers le data center, pour rendre pertinent l'utilisation qu'on peut faire de nos infrastructures. Donc, Alain, globalement, en termes d'introduction, je pense qu'aujourd'hui, en Afrique, on est à la croisée des chemins dans le développement de nos infrastructures, autant audiovisuelles que télécom. Mais tout cela doit se faire en parfaite cohérence ou en parfaite synergie pour nous permettre d'adresser les problématiques globales et les contraintes auxquelles nous devons faire face. Merci beaucoup, Monsieur Diop. Il y a des questions pour vous qui sont déjà arrivées de la salle, on verra tout à l'heure. Ou plutôt exactement, peut-être si vous avez encore une minute, nous dire, renseigner les participants qui nous demandent finalement quel avantage la TNT par rapport à d'autres, quelle valeur ajoutée la TNT va apporter aux utilisateurs. Dans notre contexte actuel, la TNT a un impact fort dans les zones rurales, où jusque-là, on avait la télévision traditionnelle, c'est-à-dire la chaîne publique nationale qui couvrait l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, on amène une diversité de contenus au-delà de la qualité de l'image, du son, qui permet aujourd'hui quand même, dans des zones rurales, de pouvoir apporter 15 ou 17 chaînes de télé gratuitement. Donc ça, c'est des changements majeurs que la TNT apporte. Après, la TNT devient un support qui permet notamment d'offrir la télé différemment, comme je dis.
Le fait de mutualiser la diffusion du contenu permet notamment à l'utilisateur de pouvoir s'adapter à travers d'autres types de plateformes. Donc, comme on dit, TNT, c'est libérer les fréquences qui doivent servir au secteur des télécoms, quoi qu'on dise, parce que c'est ça l'engagement communautaire. On a parlé ici de 5G, on a parlé de 4G, on a parlé de 6G. Tout ça, c'est des fréquences du dividende numérique. Et on sait tous les incidences que ça a sur les CAPEX, notamment des opérateurs de télécom, mais aussi les OPEX, et surtout en termes de développement de services par rapport à un marché qui est aujourd'hui en pleine appétence en ce qui concerne quand même les nouvelles technologies. Merci bien. Pour assurer donc les autres orateurs, on vous a laissé une question parce que vous avez laissé de la place dans votre temps de parole pour les intervenants. Et donc, merci d'avoir répondu à cette question. Je pose la question à M. Bernard Tardieu et à M. Benoît Denis pour savoir s'ils ont réussi à nous rejoindre. M. Tardieu, M. Denis? Pas de nouvelles. Eh bien, écoutez, on va continuer donc avec une partie qui est plus de débat, avec d'autres questions de la salle. Une première question nous a été adressée pour Huawei. Vous nous avez dit, Monsieur Tamalgo, que Huawei représentait actuellement 5%, on pourrait dire, du chiffre d'affaires de Huawei. La question, donc, comment voyez-vous ce pourcentage, cette part de marché de l'Afrique à l'intérieur de votre entreprise dans les années à venir, et quelle part d'investissements nationaux vous envisagez de faire en Afrique et pas seulement donc avec des emplois en Chine ou ailleurs. Monsieur Tamalgo. Merci Alain, je vous remercie pour cette question. Il faut dire effectivement qu'en 2018, nous avons eu exactement 5,8 milliards de dollars américains comme chiffre d'affaires sur le continent africain. Donc, ce qui représente à peu près 4,7 à 5% de notre chiffre d'affaires au niveau mondial. Il faut dire que Huawei est entré en Afrique il y a de cela 20 ans, en 1997, à partir de l'Égypte. Et c'est clair que notre chiffre d'affaires n'était pas à 5% déjà à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui nous a motivés à rester sur le continent africain? C'est un continent jeune, c'est un continent où beaucoup de choses peuvent être faites, c'est un continent que nous pouvons accompagner dans le processus de digitalisation pour pouvoir rattraper son retard avec le reste du monde. Il y a beaucoup à faire en Afrique et la plupart des solutions dont nous avons parlé trouvent de la place en Afrique pour pouvoir mieux se manifester qu'ailleurs. Donc, Huawei est en Afrique pas uniquement pour faire du chiffre, mais pour accompagner le continent africain dans le processus de la digitalisation. Comment est-ce que nous voyons, j'allais dire, la place du continent africain en termes de poids chez Huawei dans les années à venir? Ben, nous voyons tout simplement que l'Afrique sera d'ici 2050 à près de 30 millions de jeunes chaque année sur le marché de l'emploi. Voilà, l'Afrique sera d'ici 2050 une grosse population de consommation. En termes de croissance, il y a une classe moyenne qui va monter, qui va faire grimper les consommations. Donc, je veux tout simplement dire que c'est en Afrique que tout se passera. Et Huawei voudrait faire partie de cette aventure avec l'Afrique. Et je réitère que nous ne sommes pas uniquement en Afrique pour du chiffre, mais nous sommes en Afrique parce que nous croyons en l'Afrique et nous croyons que l'Afrique est la meilleure place pour démontrer l'importance de la digitalisation en termes de révolution, de développement et d'économie. Merci, Monsieur Tamalgo, pour ce message intéressant et dynamisant. J'ai entendu donc que Monsieur Benoît Denis nous avait rejoint. Monsieur Benoît Denis, donc de la Banque européenne d'investissement. Une des clés des infrastructures, c'est évidemment les financements. Je lisais donc chez différents économistes qu'en fait, avec l'économie financière, pouvait d'une certaine manière déstabiliser l'économie réelle. Et finalement, on pouvait avoir dans certains cas même des fuites de capitaux hors d'Afrique, alors que l'Afrique a besoin de financement. Mais ce n'est pas un domaine que je connais bien. Et donc, Monsieur Benoît Denis,
Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur un petit peu l'économie financière en Afrique au service des infrastructures? Monsieur Denis. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. On vous voit, on n'a pas la caméra, si vous pouviez la mettre, et puis activer le deuxième micro pour qu'on ait les sous-titres, les traductions. Merci. Oui, vous nous entendez? À vous la parole. Monsieur Denis, est-ce que vous nous entendez? On vous a entendu tout à l'heure, j'aurais pas dû vous couper. On attend encore un instant. À vous la parole si vous pouvez. Non, apparemment. Ah, si, voilà, peut-être. Monsieur Denis? Non, toujours pas. Bon, eh bien, on va passer dans ce cas à d'autres questions de la salle. Une question sur les transports. C'est une question que j'allais dire personnelle. Monsieur Grégoire, donc vous nous avez parlé du fret et de la mobilité urbaine. Ah, Monsieur Denis, vous êtes là maintenant? Non. Quand j'habitais dans la banlieue de Libreville, je voyais passer des trains de cailloux, de minerais, qui passaient dans des endroits de banlieue où il y avait beaucoup de population, mais les gens n'avaient aucun moyen pour aller au centre de Libreville et ils passaient des heures à se déplacer. Et donc ma question c'est, qu'est-ce qui va se passer sur le trafic de voyageurs, puisqu'actuellement, donc dans les banlieues des grandes villes africaines, les gens ont beaucoup de mal et mettent beaucoup de temps pour se rendre au centre-ville, par exemple. Oui, il y a un certain nombre d'investissements qui ont été rendus prioritaires ces 10 dernières années, en particulier si on regarde la partie d'Afrique du Sud, la partie qui est gérée en fait directement par Prasa. Très clairement, il y a eu une rénovation complète des systèmes de signalisation sur les voies que vous mentionnez, de façon d'arriver à faire une ségrégation convenable de ce qui est trafic voyageurs versus ce qui est trafic de marchandises ou trafic de minerais. C'est une flexibilité qui est complètement renforcée. On revient sur le thème de la digitalisation par le fait que les systèmes de management de trafic sont maintenant complètement automatisés et optimisés bien au-delà de ce que pouvait être capable de faire avant un opérateur de chemin de fer au préalable. Donc on voit aussi bien à Gautrin que dans la région du Cap, par exemple, que cette digitalisation du ferroviaire va pouvoir influer assez fortement sur la manière dont on fait la ségrégation du trafic et qu'on l'organise de telle façon que ça réponde en tout cas, à tout le moins partiellement, aux questions que vous posez en termes d'utilisation et de connectivité pour un passager qui va à son travail le matin. Merci beaucoup, Monsieur Grégoire. Je vois que maintenant on a la caméra, on a le visage de Monsieur Denis, donc ça sera plus agréable pour nous tous. À vous la parole, Monsieur Denis. Vous devez avoir un micro éteint, je ne vous entends pas. Benoît, merci d'activer le micro. On ne vous entend pas. Activez le micro, Benoît. Micro 1 à droite et un en dessous. Il faut activer les deux, s'il vous plaît. Non. Il n'a pas visiblement activé son micro, Benoît Denis. Nous ne vous entendons pas. Bien, on va passer à
Alain, tu es là? Alain Ducasse? Pardon. Une autre question donc, qui nous est arrivée de la salle. Est-ce que le blockchain va jouer un rôle et quel rôle va-t-il jouer dans les infrastructures pour l'Afrique? Est-ce que l'un des orateurs veut intervenir? Est-ce qu'un monsieur Grégoire, monsieur Tamalgo, monsieur Denis? Oui, je peux essayer, je peux essayer de pas apporter une réponse à proprement parler. La réponse sera certainement oui à un certain niveau, et en particulier dès lors qu'il s'agit des problèmes de billettique ou des problèmes de paiement. Très clairement, on a là des technologies qui permettent en fait de virtualiser un certain nombre de transactions, et celle-là en fait partie. Alors ça va peut-être au-delà. Je ne serai pas en mesure de répondre plus précisément sur toutes les potentialités du blockchain dans ce domaine d'activité. Merci bien. Monsieur Denis, on vous redonne la parole. Non, on ne vous entend pas. Excusez-moi, j'ai été déconnecté. Je ne sais pas si… Voilà, on vous entend maintenant. Merci. Non, c'est Amadou, hein, ce n'est pas Monsieur Denis. Ah, pardon, monsieur Diop. Oui, on vous écoute. Si vous voulez dire un mot sur la blockchain. Oui, je pense qu'aujourd'hui, la blockchain amène l'intelligence qui va permettre d'innover en termes de solutions. Si on veut l'appliquer particulièrement dans nos différents secteurs, c'est bien d'organiser l'écosystème qui permette notamment le développement de toutes ces applications et de tout ce qui est solution relative à la blockchain. Mais la problématique aussi de sécurité se posera de manière accrue en termes de données. Et c'est peut-être là-bas où il faut avoir une approche particulière par rapport au sujet. Donc, c'est juste quelques mots. Ça va naturellement aider l'innovation dans notre domaine. C'est assez nouveau. On n'en est pas encore par moment arrivé à une maturité qui permette l'adhésion ou, comment dirais-je, l'intégration de l'ensemble de ces solutions dans nos environnements, en se disant que c'est peut-être futuriste, mais c'est actuel en termes de technologie ou de solutions applicatives. Donc, il y a toute une organisation de l'écosystème à faire pour pouvoir en bénéficier et que ça ait un impact dans nos activités économiques. Alain, je voudrais juste ajouter sur la blockchain. Effectivement, la blockchain va intervenir ou intervient déjà en matière d'infrastructure en Afrique, et cela va poser encore le problème de l'énergie avec l'augmentation de la chaleur causée par le minage. Donc, encore une fois de plus, l'énergie est au cœur de la digitalisation en Afrique en termes d'infrastructure. C'est assez basique. Et je pense que la blockchain est un exemple frappant de comment est-ce qu'il faut que l'Afrique travaille pour relever le niveau de ressources en énergie, en diversifiant et en électrifiant, voilà, pour pouvoir permettre aux infrastructures de mieux fournir ce qui est attendu. Merci bien. Les organisateurs me précisent qu'ils sont en train de discuter avec M. Benoît Denis pour essayer de trouver une solution technique sur la connexion. J'en viens à un autre type de question pour dire finalement qu'est-ce qui pour vous va être un facteur d'attractivité pour que des grandes entreprises internationales, je pense à TDS, je pense à Thales, je pense à Huawei, investissent en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne francophone. Est-ce que l'un de vous peut répondre un petit peu sur les attentes et les critères qu'ils voient pour pouvoir choisir tel ou tel pays plutôt qu'un autre pour effectuer des investissements? Oui, je pense, moi, Amadou, je peux un peu répondre sur cette question. En tout cas, en ce qui nous concerne, TDS. Je pense qu'aujourd'hui, pour les investisseurs, il y a différentes choses qui drivent l'investissement, hein. C'est-à-dire le niveau, dans un premier temps, d'un point de vue
couverture, le niveau de connectivité dans le pays, en termes de disponibilité des infrastructures ou de bandes passantes, sont un driver important. Donc ça, c'est un déterminant notamment pour l'attractivité d'un pays par rapport à certaines multinationales qui veulent aujourd'hui investir. Dans le domaine de l'énergie aussi, il est important d'avoir un bon niveau ou un beau taux de couverture notamment ou une bonne disponibilité des infrastructures énergétiques, autant au niveau de la haute tension, parce que les problématiques aujourd'hui qui se posent dans le domaine des télécoms en termes de backbone, en termes de last miles, en termes de FTTH et de FTTX sont les mêmes qui se posent dans le domaine de l'énergie et qui vont définir l'attractivité du pays. Donc, pour pouvoir répondre à ces préoccupations par rapport au choix d'investissement ou au choix d'un pays, la question énergétique au niveau de la haute tension, au niveau de la basse tension, au niveau des solutions disponibles, notamment, c'est-à-dire même au niveau du mix énergétique, est un déterminant fort. Le troisième aspect, c'est les compétences qui sont disponibles dans le pays, c'est-à-dire en termes de formation, au-delà des curriculums qui sont disponibles dans les écoles de formation, c'est aussi le nombre de personnes qui sont formées par rapport et qui ont des compétences spécifiques, autant dans l'informatique, autant dans les télécoms, mais aussi dans les nouveaux métiers. Aujourd'hui, on a parlé de tout à l'heure, bon, tout ça, la base, effectivement, c'est l'informatique, mais on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle de blockchain, et disposer des compétences, quelque part, le pays attractif. Et le dernier point, à mon avis, c'est lié à la capacité de stockage ou aux data centers disponibles dans les pays. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que quand même, dans pas mal de nos pays, on a eu des projets autour du data center, autour du stockage ou de l'archivage, mais quelque part, on a pêché sur la commercialisation ou sur la monétisation ou sur la valorisation de nos infrastructures disponibles. Parce que tout simplement, on n'a pas su mettre en place les modèles économiques aujourd'hui autour des backbones, comme je parlais tout à l'heure pour les opérateurs d'infrastructures. On n'a pas su mettre la régulation qui permettait l'éclosion notamment de toutes ces entreprises intervenant dans ce domaine et qui interviennent dans la valorisation et qui vont rendre naturellement le pays attractif. Donc, Alain, moi, je pense que l'ensemble de ces facteurs vont rendre le pays attractif. La question de l'énergie adressée à travers la disponibilité sur l'ensemble du territoire et pour tous à un tarif relativement attractif et avec une continuité du service, parce qu'on se rend compte quand même dans nos environnements aussi, la première difficulté, c'est les coupures d'électricité. Donc, la continuité du service est quelque chose de très important dès l'instant qu'on parle d'attractivité dans un pays. Le backbone en fibre ou la disponibilité aujourd'hui d'un réseau de diffusion aussi qui permettent notamment aux autres, si je prends le cas des chaînes comme France 24 qui veulent être diffusées partout, par exemple, sur un territoire, ce qui va être important pour eux, c'est la capillarité du réseau de diffusion, jusqu'où on va dans le pays et quel est le pourcentage de la population qui est couverte. Donc, toutes ces informations-là peuvent influencer l'investissement pour un acteur externe. Vous m'entendez? Allô? On t'entend. Vous m'entendez, hein? On t'entend. Oui, on t'entend, oui. Vous avez entendu la dernière partie de mon intervention ou ça s'est coupé? Parce que j'ai l'impression Non, que c'était bien. OK. Donc, je rends la parole. Merci beaucoup. Monsieur Denis, est-ce que vous pouvez nous parler déjà ou pas? Non. Alors, je vais reposer une autre question aux intervenants. Vous parliez de nouveaux types d'investissements. Moi, je pense notamment au partenariat public-privé. Et c'est quelque chose, donc dans les télécommunications, il y en a encore eu relativement peu. J'en ai vu en Jordanie, mais j'en ai pas vu beaucoup encore en Afrique. Est-ce que donc le mode de financement des partenariats publics-privés, vous avez déjà eu l'occasion de l'expérimenter et comment vous voyez-vous son avenir pour le financement des infrastructures? Qui souhaite répondre? Est-ce que, Si tu n'as personne, est-ce que vous avez entendu ma question? Est-ce que quelqu'un veut dire un mot?
Allez-y. Écoutez, je pense que nous, aujourd'hui, la question du digital, par moment, est moins prioritaire en Afrique. Et pourtant, c'est un levier de croissance important. Parce qu'on regarde en termes de contribution dans nos produits intérieurs bruts, en général, c'est 12% de nos produits intérieurs bruts en ce qui concerne le digital. Par contre, la priorité au niveau des investissements dans nos États vont vers l'éducation, vont vers la santé et vont vers les infrastructures, autant routières, terrestres ou, comment dirais-je, ferroviaires. Donc, la question du numérique doit naturellement, à mon sens, faire recours à des partenariats publics-privés qui peuvent aussi impacter la question de souveraineté dans nos États. Donc, mais ça devrait être une solution pour financer la densification de nos infrastructures qui vont apporter l'abondance et qui vont nous apporter une certaine compétitivité en termes de pricing ou une certaine attractivité. Parce que toutes ces notions-là sont liées aujourd'hui. Il nous faut une bonne densité, il nous faut une bonne connectivité, il nous faut un bon niveau d'infrastructure. Mais si l'État central ne fait pas les investissements, la réponse naturelle devrait être de faire appel à des partenariats publics-privés pour financer aujourd'hui le développement de nos infrastructures. Donc, si on prend le cas d'espèce, par exemple, d'un opérateur d'infrastructure, tout à l'heure, j'ai parlé des modèles économiques et de la limite de chaque modèle économique. Si vous regardez la tendance aujourd'hui en Afrique, l'ensemble de nos pays ont investi dans de la fibre et on dispose quand même de réseaux de fibre optique à l'échelle nationale relativement dense, mais quelque part, nos pays n'ont pas pensé au modèle économique qui permettait de valoriser ou d'exploiter cette fibre-là. On a juste investi parce qu'il y avait effectivement des financements soit étatiques en G2G ou soit des privés qui étaient disposés à investir dans la fibre ou accompagnés pour vendre peut-être derrière des équipements. Mais le modèle économique, quelque part, qui garantissait la pérennité des investissements n'était pas fait. Je m'explique. C'est comme construire une autoroute sans pour autant penser au trafic en nombre de véhicules, sans pour autant penser au type de véhicules qui doivent déterminer aujourd'hui le nombre de voies ou la taille du bitume dans l'autoroute. Donc, quelque part, nos infrastructures, on a pensé infrastructure avant de penser service, alors que c'est le contraire qui devrait se faire. Et dès l'instant qu'on parle service, on parle de partenaires, aujourd'hui beaucoup plus agiles, beaucoup plus flexibles que les États centraux pour pouvoir valoriser notamment ces investissements. Donc oui, pour le partenariat public-privé, maintenant, je pense que les privés n'ont pas de visibilité par rapport à l'articulation, où il faut agir aussi sur le cadre réglementaire qui permettent notamment l'intégration de certains types de partenaires et surtout les garantir aussi par rapport à la pérennité de l'investissement qu'il faut faire dans le temps. Donc, c'était mon point de vue, juste que je donnais à Alain par rapport à la question. Merci beaucoup. J'ai eu conscience peut-être d'avoir coupé des orateurs au début, donc vous aviez peut-être encore une chose importante à dire. Et donc, je vous propose maintenant de refaire un tour de table. Je ne sais pas si on peut dire ça sur Zoom ou sur une plateforme virtuelle, mais en tout cas, un tour de panel dans lequel je vais demander à chacun d'entre vous de dire en 1 minute le message clé que vous aimeriez faire passer de votre point de vue pour que des infrastructures durables puissent se développer dans vos domaines respectifs. Donc, je vais relaisser la parole à Monsieur Grégoire. Est-ce que vous avez donc un message à nous délivrer, aux participants de ce panel sur le développement des infrastructures de transport? J'aurais, oui, certainement un message, compte tenu du fait que dans la présentation que j'ai cherché à faire, c'était de pouvoir montrer que les investissements et la connectivité à l'Internet, on peut dire la digitalisation, jouent comme un effet de levier, c'est-à-dire qu'on a des investissements là, dans le domaine de la digitalisation qui ont un impact considérable sur les secteurs d'activité, dont le domaine du ferroviaire en particulier. C'est ce que l'on appelle globalement le Digital Railways. Le message concernant l'Afrique, c'est clair, c'est que la mobilité, d'ailleurs plus que le transport à proprement parler, est un vecteur majeur de la numérisation ou de la digitalisation en Afrique. C'est-à-dire que la digitalisation ne se fait pas sans qu'il y ait une instantiation qui profite à d'autres secteurs d'activité, dont le domaine des transports et le domaine du ferroviaire en particulier.
Je vous entends pas par le coup. Oui, merci bien. Merci bien de ce message. Monsieur Tamalgo, est-ce que vous avez un message donc, du point de vue de Huawei, du point de vue d'un opérateur de télécom sur les infrastructures dans les différents domaines? Parce que pour pouvoir digitaliser les transports ou l'éducation, il faut qu'il y ait des transports et des lycées et des infrastructures. Quel est votre message sur les besoins en infrastructure et la manière de les combler en Afrique? Donc, je dirais, merci Alain, je dirais deux choses. La première, c'est qu'en termes d'infrastructure, voilà, de réduction de l'énergie, il y a des solutions innovantes qui sont là, notamment avec l'intelligence artificielle et la big data qui vont permettre d'optimiser la consommation en énergie tout en augmentant la puissance d'émission des équipements. Et la deuxième chose concernant l'Afrique, il y a 650 millions d'Africains qui vivent aujourd'hui dans le noir qu'il va falloir désenclaver si nous voulons véritablement que l'innovation et les infrastructures trouvent une place de choix en Afrique pour se développer. Et là, c'est le message clé. Il faut investir, il faut électrifier, il faut diversifier les sources d'énergie. Et l'Afrique est un continent où, dans la plupart des pays, on a entre 3000 et 4000 heures d'ensoleillement chaque année. Qu'est-ce que nous en faisons? Je crois qu'on peut faire beaucoup avec pour relever le niveau en termes d'énergie. Chaque Africain consomme à peu près 180 kWh, voilà, et contre 18 000 kWh par an aux États-Unis et 6 500 kWh par an en Europe. Et vous voyez bien la différence pendant qu'on a ce soleil qui nous frappe sur la tête. On peut bien faire quelque chose avec s'il y a des initiatives. Et cela va booster largement l'innovation et voilà, permettre aux infrastructures d'être bien déployées sur tout l'ensemble du continent. Et je termine en disant que la Banque mondiale estime qu'il faut encore à peu près 230 000 km de fibre optique à déployer d'ici 2035, voilà, pour pouvoir assurer la bande passante optimale pour permettre à l'Afrique de pouvoir déployer les technologies innovantes en cours actuellement. Cela passe forcément par la mise en place d'une électricité suffisante. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Denis, toujours, on vous laisse toujours la parole si vous pouvez la prendre. Non. Monsieur Bonvalet, donc du point de vue de la gestion, du point de vue de votre point de vue, vous voyez beaucoup d'entreprises. Quels sont pour vous les développements essentiels d'infrastructures que vous appelez de vos voeux en Afrique? Alors justement, pour rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Tamalogou juste à l'instant concernant le soleil, notre soleil africain, et on n'a pas beaucoup évoqué les centrales photovoltaïques qui poussent comme des champignons, on va dire, dans l'Afrique de l'Ouest. Il y en a 4 ou 5, je crois, maintenant au Sénégal. Il y en a 2 au Burkina Faso. Le Tchad en a une, et de plus en plus, ce type de centrale électrique va se développer, en tout cas dans les pays les plus ensoleillés. Le rendement est assez fort. C'est des investissements d'à peu près une trentaine de millions d'euros. C'est aussi des investissements secteur privé-public. Donc, l'avantage que je vois, moi, et un des points les plus importants, puisqu'on parlait de connectivité et de couverture nationale, que ces centrales ne sont pas dans les capitales, mais forcément dans des zones où il y a beaucoup d'espace, et distribuent cette électricité-là dans les zones rurales, dans les villes secondaires qui ont besoin d'Internet, qui ont d'énergie. Et donc ça, c'est un très très bon exemple d'investissement qu'il faut évidemment saluer et déployer. Pour la partie formation, c'est l'investissement surtout dans les écoles, dans les cerveaux, dans les matières grises. Faire éclore des talents, c'est leur donner envie, c'est avoir aussi des professeurs, bénéficier d'accords peut-être avec des universités internationales, etc., pour stimuler justement ces talents, de les développer et les laisser, et surtout les retenir en Afrique pour que justement cette valeur ajoutée reste et se développe localement. Voilà ce que je voulais dire, Alain. Merci beaucoup.
Monsieur Diop, quels sont les investissements, les messages clés que vous aimeriez délivrer aux participants? Encore merci, Alain. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au vu des indicateurs macroéconomiques, l'Afrique est un continent qui offre de belles perspectives, autant en termes de croissance de la population, autant en termes de possibilités d'offrir des services sur les différents marchés. Donc, comme je disais, essayer de repliquer, je ne sais pas qui en a parlé aujourd'hui, des investissements faits dans le domaine de l'énergie et qui ont permis d'adresser la question du mix énergétique et d'apporter des solutions en zone rurale qui permettent d'adresser, dans un continent où peut-être 60% de la population est rurale, des problématiques pour les populations rurales d'accès autant à l'énergie que d'accès à la connectivité. Donc, dans ce sens-là, moi, mes recommandations seraient de pousser, comme on a dit, hein, les besoins sont déjà identifiés en termes de besoins de bande passante. On a une visibilité aujourd'hui sur le développement et l'impact que pourraient avoir les services autour de l'énergie et que globalement, tous les partenaires qui interviennent dans ce domaine-là seraient les bienvenus. Les perspectives sont là, le marché effectivement reste à structurer, mais le potentiel surtout est là. Et c'est ça qui doit driver un peu l'investissement qui sont faits par les différents partenaires. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce panel. Personnellement, j'ai aussi un message, une idée force qui monte en moi, qui a de l'importance. Je citerai une parole d'Einstein qui disait « On ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée que celui qui a créé le problème ». Et donc, je dirais que si on doit réfléchir aux infrastructures et à la fois donc au développement et à la transition écologique de l'Afrique, je ne pense pas que nos modes de raisonnement occidentaux permettront de résoudre ça uniquement, puisque précisément, on arrive à un monde qui n'est pas soutenable tel qu'il est. Et donc, j'appelle de mes voeux, non pas, j'allais dire, un espèce de réveil, et puis surtout, je dirais, le réveil, il est déjà là, mais que la culture africaine, que la qualité de relation, que tout ce qui fait la vie et la force de l'Afrique apparaissent mieux. Elles servent bien sûr pour les investissements en Afrique, mais pour un petit peu tout ailleurs dans le monde, où je pense qu'on a été inspiré par ce qu'on appelle le reverse engineering, où cette fois-ci, ce sont les innovations africaines qui viennent nous aider, nous en Europe ou ailleurs, pour le mobile banking, mais aussi pour des relations plus chaleureuses, des relations plus vraies. Et c'est donc un petit peu mon désir que aussi la culture et les beautés africaines viennent aussi nous aider pour que nos investissements un peu partout dans le monde soient plus équitables et plus respectueux de l'homme et des communautés, puisqu'en Afrique, une des particularités, c'est que les gens sont sans doute un petit peu moins individualistes que nous le sommes. En tout cas, voilà donc mon message à moi. Et pour conclure, bien sûr, remercier tous les participants à ce panel, tous les intervenants, et puis les organisateurs de CIOMAG, à qui je rends le micro avec donc tous mes remerciements et je crois ceux de la salle. Au revoir. Très bien.